Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bonsoir à toutes et à tous. Merci de ton invitation, Fred, évidemment. Je suis tout oui. Mais J'espère que écoute, tout le monde m'entend très bien. tu n'as absolument rien raté. Vu que c'est toi l'invité, en fait, c'est ça qui est pratique. Mais non, mais moi, j'attendais que tu chantes aussi, tu vois. Eh bien, écoutez, on va peut-être faire quelque chose après, quand le live sur Facebook sera terminé. Si encore quelqu'un sur Ouais, Facebook. ouais, ouais. Mais je pense que oui. Vous êtes là, vous êtes toujours là, et donc aucun problème à ce niveau-là. Eh bien, comme je te le disais, je propose qu'on parte sur les 6 faces de la boîte et notre portrait C'est parti. chinois. Et donc, si tu étais, on va commencer simplement, et chaque fois, évidemment, en donnant une petite explication, un petit mot pour les gens qui nous écoutent. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu? James Ellroy, LA Confidential. Lu 2 fois, peut-être 3, je ne sais plus. Alors, j'aime pas employer ce terme, mais pour moi, ça a été une grosse claque. J'ai horreur de ce terme d'ailleurs, pourtant qu'on voit fleurir sur les articles, sur les blogs, tout ça, etc. Mais ça a été dirais-je, un très gros élément déclencheur au niveau de mon écriture. Si tu étais un format, donc poche, grand format, e-book, audio, autre chose, lequel choisirais-tu? Surtout pas d'e-book, hein. Le grand format, alors ça m'arrive de lire des poches quand même, mais je suis peut-être un peu plus à l'aise avec le grand format, sentir le poids du bouquin dans ma main. Euh, Quelque part, ça a un côté un peu plus réconfortant pour moi que le poche. Le poche, je sens pas le poids, j'ai peur d'égarer le bouquin, quoi. Et non, pas d'e-book. J'ai horreur de lire sur liseuse pour 2 choses. La première, c'est que j'aime sentir l'odeur du papier. Et la deuxième, le bruit que fait le papier quand on tourne la page. Avec l'e-book, évidemment, c'est un univers qui est pour moi extrêmement froid. Et bah, j'ai essayé, mais je me suis pas adapté. Si tu étais un salon du livre, parmi tous les salons, et je pense fort aux personnes qui tentent désespérément d'organiser des salons depuis un an, c'est un peu Ça, compliqué, et donc ça, je le fais chaque fois. je dirais Cognac, hein, le festival polar de Cognac, organisé de main de maître par Bernard Beck. Festival polar où toutes les catégories artistiques du polar sont réunies. Donc, il y a des auteurs, il y a des acteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène, des auteurs de BD aussi. Enfin, ça dure 3 jours dans un superbe cadre en plus. Euh, voilà, c'est un festival formidable où on est vraiment extrêmement, dirais-je, bichonné, qui plus est. Et ça, c'est pas négligeable. Alors peut-être que les gens qui nous écoutent voudront savoir comment tu es bichonné, mais en attendant, si tu étais une maison d'édition, laquelle choisirais-tu? Pour l'instant, je dirais le Caïman, puisque bah, depuis mon premier roman, je n'ai pas changé de crèmerie. J'ai déjà eu des propositions pour aller ailleurs, mais finalement, bah, je vais plus être attentif au côté parole et fidélisation plutôt qu'au côté avaloir et gros tirage. Si tu étais un rayon dans une librairie, alors j'ai une vague idée, mais je t'écoute. Le rayon spiritualité? Non, non, non. Le rayon polar et bon après évidemment chacun ses goûts, hein, au niveau du polar. Mais bah, dans une librairie, c'est en principe le rayon où je vais forcément en premier. Limite comme un cheval avec des œillères, j'y vais tout droit, quoi. C'est un peu ça. Si tu étais un marque-page original. Alors des marque-pages, j'en ai pas mal. Des bandeaux de livres, par exemple. Tu sais, les bandeaux, par exemple, de Stephen King. J'ai adoré ce livre. Tu vois, ça me sert aussi de marque-page. Donc non, j'ai pas de marque-page fétiche. Enfin, j'en ai eu un, mais je ne sais plus où il est. C'était un marque-page réalisé avec une photo de mes enfants, fait à l'école. Mais ça pourrait être un marque-page La Claque qu'on pourrait lancer ensemble. Si tu étais, puisqu'on adore ça tous les deux, si tu étais un personnage, fictif ou réel, hein, pourquoi pas? Un personnage.
je dirais, on va revenir à LA Confidential hein, d'Elroy. Le personnage en question, ça serait peut-être celui qui est incarné par Russell Crowe, qui est parmi les trois personnages principaux de ce film, donc entre Kevin Spacey et Guy Pearce, celui qu'on ne voit pas forcément arriver, c'est-à-dire qu'on se dit Russell Crowe, bah ouais, il a que ses points pour lui, donc Bad White, il a que ses points pour lui, mais en fait c'est lui qui comprend tout au final. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là, qui ressort aussi dans le livre, hein, où on se dit que le mec il a que ses points, mais en fait il a une tête aussi. Donc c'est peut-être ouais, le personnage le plus marquant de cet excellentissime roman. Si tu étais un temps de conjugaison, Le futur antérieur du subjonctif. Non, 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 quand même pas. Non, au présent. J'écris au présent. Pour mon premier bouquin, j'avais essayé d'écrire de façon, on va dire, classique, hein, narrateur à la troisième personne du singulier, écrit au passé, et puis j'ai trouvé que ça collait pas du tout. Et pour moi, le présent est quelque chose de beaucoup plus direct et même de beaucoup plus intentionnel dans ce que j'ai envie de dire au lecteur. si tu étais un signe de ponctuation, Pas le point virgule parce que c'est c'est un signe que j'utilise très peu. Non, pour moi, c'est le point, tout simplement. Pourquoi? Parce que on en est encore, voilà, tu vois, dans l'affirmation des choses. Il permet vraiment de terminer en quelque sorte son affirmation. Point. Voilà. Je viens de te dire quelque chose. Point. Voilà. On marque vraiment quelque chose avec ça. et allez, une petite dernière pour la route, si tu étais un verbe. Écrire. Sans plus. Sans plus de justification. On va rajouter le point, et ce sera très clair. Guillaume, je te Oui. propose, après ce démarrage, pour faire ta connaissance, un tout petit peu en tout cas, je te propose de prendre la direction de la question qui déboîte. Alors les prochaines minutes vont nous permettre de parler de ton dernier roman et de tes habitudes d'écriture. Et donc on va enfin savoir si tu écris vêtu d'un short à fleurs. Et ça va faire ma soirée. Mais plus sérieusement, la musique ou l'absence de musique a une grande importance pour ton travail et tu souhaites nous en Mhm. parler ce soir. Avant de partir sur cette piste-là, première question qui va, comme chaque fois, te renverser par son incroyable originalité. Peux-tu nous présenter Nous sommes bien pire que ça, pendant que je glisse subtilement le résumé et la couverture dans la chatroom pour les personnes qui nous suivent. Alors, je vais d'abord parler de son processus, c'est-à-dire que autant j'avais appris l'existence des Bains de l'armée, voilà, par des articles divers et variés, mais je n'avais jamais creusé le sujet. Et en fait, c'est un bouquin, un essai de Dominique Khalifa qui m'a attiré donc dans la médiathèque de là où j'habite. La tranche rouge, le titre, Biribi, je me suis dit, tiens, puis dans le rayon questions sociales, je me suis dit, tiens, Biribi, c'est quoi? Ça correspond à quoi exactement? J'emprunte le bouquin et je commence à me rendre compte que j'ai envie d'y mettre des notes, de me dire, tiens, ça c'est intéressant comme élément et tout. Donc finalement, j'ai acheté le bouquin. Après avoir rendu évidemment l'exemplaire de la médiathèque. Et eh bien, nous sommes bien pire que ça, donc va nous emmener entre Verdun et donc le Sahara algérien, donc en 1919. C'est-à-dire que dans un bagne perdu en plein désert où la discipline justement est la seule règle qui compte, c'est-à-dire que tout fonctionne avec la discipline, la moindre faute et c'est vraiment sanctionné. On n'est pas loin de l'univers quand même, par certains aspects du camp de concentration. Et donc dans ce bagne, il y a donc des évasions, mais un fort taux d'évasion. Et pendant ce temps-là, à Verdun, donc juste après la fin de la Première Guerre mondiale, le capitaine Simon Fleurus, lui en a un petit peu marre aussi d'être toujours non plus sur le front, mais de devoir compter ce qui reste à Verdun, c'est-à-dire déterrer les cadavres donc, qui avaient été enterrés à la hâte, évidemment pour les rendre à leur famille, rechercher les objets militaires, enfin bref, faire vraiment l'inventaire de ce qui reste de Verdun. Il s'en est ouvert plusieurs fois à son colonel et son colonel va magouiller un petit peu pour justement l'envoyer enquêter sur ces disparitions
donc dans ce bagne d'Ushkir, donc perdu en plein désert, et les convictions militaires, un peu patriotiques de notre capitaine Florus, donc assisté du major Zamberlan, vont quand même être assez ébranlés par ce qu'il va voir, non pas parce qu'il va découvrir, parce qu'il connaît quand même les situations donc de ces condamnés de l'armée, mais là il va vraiment se rendre compte de visu que c'est plus dur que ce qu'il en savait. Et à partir de là, la mécanique, évidemment, puisqu'il y a quand même une enquête, même si c'est pour moi plutôt un roman noir et pour mon éditeur aussi. Et cette mécanique va petit à petit se mettre en place donc tout au long des 330 pages. Alors, je rebondis directement parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Tu décrirais comment roman noir si tu devais le définir pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas l'habitude des nuances Alors, qu'il peut y avoir entre un polar, le un roman, roman noir ou autre chose. pour moi, le polar, c'est l'enquête qui va prendre le dessus. Le roman noir tel que je le conçois, c'est-à-dire que autant il y a une intrigue, une enquête, mais ce n'est pas forcément l'élément primordial. Pour moi, ce sont les actions des personnages et pas forcément donc le contexte, même si le contexte va avoir son importance, mais les actions et les interactions des personnages qui vont permettre de faire avancer ce roman. Noir aussi parce que dans aucun de mes textes, je ne fais preuve d'un quelconque humour. Ce n'est pas mon genre, surtout avec des, des personnages avec des caleçons à fleurs, n'est-ce pas? Mais voilà, pour moi, le roman noir, c'est aussi de poser via donc les relations de ces personnages, via l'intrigue qui peut être plus ou moins secondaire, donc, de poser au final des questions de société. Alors, tu l'as un peu expliqué, on voyage déjà sur la carte et un peu dans le temps aussi. Tu parlais donc de l'idée du roman qui est venu avec un livre. Je vais mettre la couverture parce que la maison ne se refuse aucun sacrifice. Mais justement, au niveau, Aucun. aucun. Mais au niveau documentation, comment as-tu travaillé pour ce livre? Euh, Parce que pour c'est- le coup, on voyage, hein. Oui, on voyage, mais au niveau documentation, ça a été extrêmement complexe. On se doute bien que l'armée française ne va pas mettre en valeur ce qu'elle a pu accomplir de 1830 à 1972 dans le désert, puisqu'après les fameux bagnes de Cayenne ou de Nouméa, par exemple, pour rester sur le côté cliché, c'était des bagnes civils. Là, on est sur des bagnes strictement militaires. Et donc l'armée, évidemment, ne met pas ça en avant, hein, ça reste bien planqué sous le tapis. Donc c'est vrai que le bouquin m'a beaucoup servi. Après, il a fallu aller chercher, fouiner vraiment sur Internet, et pas forcément les premières occurrences données par les moteurs de recherche. Donc ça a été beaucoup de patience documentaire. C'est simple, j'ai commencé les premières recherches par rapport à ce bouquin en 2016. Et le roman est sorti il y a 2 mois, donc il suffit de faire le compte. Et le centre pénitentiaire de Oushkir, est-ce qu'il existe? Ou est-ce que tu l'as inventé? Ah, très très bonne question. Je te remercie, j'en ai Eh plein d'autres. bien, non, pas du tout, il n'existe pas. Alors, il n'est pas sorti, il n'existe pas, en effet, il est quand même sorti de mon imagination, mais j'ai pris des éléments de différents bagnes de ce que j'ai pu trouver. Euh, et donc, au niveau de celui-ci, eh bien, concrètement, je vais pas dire que c'est une sorte de bagne modèle, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pris des éléments pour les bagnes les plus connus comme Tatooine, qui parlera aux fans de Star Wars, qui à la base est un bagne en fait, ou le bagne de Colomb-Béchar par exemple, qui est pas loin de la frontière marocaine. Donc j'ai pris des éléments voilà un peu de tous. Oujkir n'existe absolument pas sur la carte, il n'y a même pas de patelin qui existe Oujkir, mais il me fallait un endroit, euh, en gros, que je puisse un peu aussi recréer à ma guise. Et concrètement, sans nous dévoiler la totalité, qu'est-ce qu'il y a de concret en fait? Donc, quels éléments as-tu repris pour créer Oushkir? C'est quoi un bagne de Concrètement, par l'armée? rapport à... Pour les gens qui ne connaissent Alors, pas, comme moi par alors exemple. un bagne de l'armée, eh bien, il va y avoir un certain nombre de condamnés, hein, concrètement. Alors, c'est très variable d'un camp à l'autre. Ces condamnés dorment dans ce qu'on appelle des guitounes, hein, des tentes. Voilà. Donc, très chaud le jour, très froid la nuit.
Et puis, ils sont commandés, c'est condamné, donc par ce qu'on appelle en arabe des chaouches, c'est-à-dire donc des petits sous-officiers, des adjudants, des caporaux qui ne sont pas des sous-officiers, mais qu'on peut plus ou moins considérer comme tels vu qu'ils ont un minimum d'autorité. Et à partir de là, je me suis servi justement de ce fonctionnement hiérarchique, les condamnés, les chaouches, et au-dessus, donc, bien vraiment des officiers, hein, que ce soit voilà, des lieutenants, des sous-lieutenants, un colonel par exemple. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est la relation justement entre ces condamnés de l'armée, ces exclus, et les chaouches. C'est-à-dire que les chaouches, concrètement, eux, ce qu'ils cherchent, c'est à sanctionner ceux qu'ils ont sous leur charge. C'est-à-dire que concrètement, si on prend le bouquin de Dominique Khalifa, il décrit cette mécanique où parfois certains chaouches faisaient vraiment exprès de provoquer les condamnés pour que le condamnant en question ait une punition. Entre autres punitions, il y a la crapaudine. Alors la crapaudine, c'est on est assis, on est tout nu, on est assis, enfin assis, qu'est-ce que je dis? Couché sur le ventre, pardon. Euh, et les mains dans le dos, attachées aux poignets et les poignets attachés eux-mêmes aux chevilles. Voilà, pour la position extrêmement confortable donc de la crapaudine, et ceci en plein soleil. Je vous laisse imaginer la suite. Si Denis Brenière nous écoute, pour koh quelle excellente idée. Mais donc tu as été piocher un petit peu des éléments comme ça dans la documentation que tu as trouvée. Oui, voilà, c'est-à-dire que pour moi, je me voyais pas prendre forcément un bagne qui aurait absolument existé et de me tenir à la virgule près, ou au point près, tiens, à l'histoire exacte de ce bagne, puisque certains registres, évidemment, ont disparu, et donc pour certains bagnes, on a juste le nom, mais on n'a pas plus en termes d'histoire, franchement. Donc c'est pour ça aussi que c'était compliqué, c'est-à-dire que ces bagnes, enfin l'histoire de ces bagnes, c'est un peu perdu dans les méandres de l'histoire, en quelque sorte, et bon, il n'y a rien de... L'armée, en quelque sorte, évidemment, n'en sort pas glorifiée, quoi. Et donc ça, tu as un petit peu répondu, mais ma question était, es-tu allé sur place ou en tout cas dans un bagne? Alors je sais que pour ton roman L'île des hommes déchus, tu n'as jamais foulé le sol de l'île de Stroma en Écosse. Ça c'était ton premier Oh, roman. t'as une très bonne mémoire, J'ai toi. une très très bonne mémoire. Visiblement, si j'ai bien compris, mais tu me corriges si je me trompe, tu n'es pas allé sur place cette fois-ci. C'est un peu une marque de fabrique pour toi de parler de lieux où tu n'as pas été finalement. Alors, c'est une marque de fabrique qui n'est pas forcément recherchée. C'est-à-dire que je vais d'abord m'intéresser au lieu, en effet, à essayer de découvrir son histoire. Enfin, d'abord dénicher le lieu, en quelque sorte, le lieu idéal. Idéal, entre guillemets, bien sûr. Et à partir de là, c'est vrai que je vais commencer à faire pas mal de recherches. Alors, pour Stroma, j'ai même trouvé des bouquins en anglais dessus. Donc pour comprendre un peu comment cette île s'était petit à petit vidée donc en 1961. Mais tu vois, si tu prends un contre-exemple, pour mon deuxième roman, Les Ombres Innocentes, là j'étais allé sur place. Pas au moment de l'écriture, mais bien quelques années avant. Et donc c'est vrai que j'avais encore en tête les endroits sur lesquels je voulais travailler. Là, évidemment, pour aller dans le Sahara, non, c'était un petit peu compliqué aussi. Et puis bon, mon éditeur est pas sympa, il veut pas me payer l'avion, quoi. Voilà. Message aux éditions du Caïman. Pourriez-vous. Mais est-ce qu'il te faut l'aller-retour? C'est ça la question. Oui. Après, j'ai une peau qui est très sensible au soleil, donc le désert, non, pas trop pour moi. Mais tu en parlais, donc l'histoire avec un grand H dans l'histoire, ça a de l'importance visiblement, puisque tu parlais des heures glorieuses ou pas de la France. Quelle importance ça a pour toi justement de rajouter un élément historique, peut-être, dans tes romans? Et que voulais-tu faire passer au lecteur en abordant ce cadre-là, pour le dire comme ça? Moi le message que je souhaitais faire, enfin, pas forcément un message, mais pour moi, il était essentiel, comme pour Les Ombres Innocentes, tu vois, il était essentiel d'éclairer certains aspects méconnus, voire cachés, voire totalement cachés, de l'histoire de France. C'est-à-dire que peut-être un jour j'écrirai, je sais pas moi, un roman sur
ouais, l'épuration, tiens, par exemple, sujet très intéressant aussi, sur lequel il y a encore pas mal à dire, je pense, mais je me vois pas écrire des bouquins qui vont traiter d'un épisode de l'histoire de France à la même façon qu'un Stéphane Bern, par exemple. Voilà, c'est une antithèse complète de Stéphane Bern, hein, de toute façon. Donc, non, puis j'aime bien un peu le côté parfois un peu caché des choses, c'est-à-dire que tu commences à lire le Biribi donc de Dominique Khalifa, puis tu te dis ah quand même ils ont osé faire ça, puis tu continues, ah, c'est pas possible, puis tu t'enfonces petit à petit, tu vois, dans l'horreur de ce système concentrationnaire et tu te dis ouais, bah en fait l'histoire, certes, c'est pas une surprise, mais ça reste crade au final. Voilà. Alors tu en parlais, c'est Et aussi un donc, et livre donc, sur le pouvoir, en ouais. fait, entre gardiens et détenus, entre détenus eux-mêmes. Et je me demandais l'humanité ou le manque d'humanité. Est-ce que c'est un des Ah bah personnages du le livre? manque. Est-ce que c'est un des personnages Le, pour le, toi? Ouais, ouais, complètement, tu vois, parce que bon, t'as le cas lui-même, c'est-à-dire, bon, bah voilà, il fait 50 degrés le jour, il fait 10, 5 degrés la nuit, le désert est vraiment très très froid la nuit, et donc déjà, t'as ce facteur-là. T'as le facteur travail aussi, parce que les condamnés, évidemment, ils ne vont pas attendre que la journée se passe, ils doivent travailler. Et travailler, entre autres, bah ça, ce mythe, par contre, est resté, hein, du soldat donc condamné, exclu, condamné à aller casser du caillou, hein, pour servir la politique colonialiste de la France à l'époque. Donc c'est vrai que ce manque d'empathie, tu vois, des soldats, ce manque même de jugeote, tu vois, d'humanité, euh, bah, quelque part, tout ce contexte du bagne fait que oui, le bagne peut être considéré comme un personnage à part entière, une sorte de monstre difforme, tu vois, qui ne révèle jamais son visage et qui pourtant est tout le temps là dans l'histoire. Alors c'est aussi, j'imagine, un monde d'hommes. Il y a des personnages féminins dans ce livre ou c'est compliqué? Ou est-ce que le bagne est mixte? Je ne sais pas. Dis-nous. Il y a un seul. Ouais, ouais, ouais. Alors le bagne n'est pas mixte du tout. Non, non, du tout. C'est-à-dire qu'il y a un seul personnage féminin que je ne préciserai pas d'ailleurs. Tiens. Mais non, non, le bagne n'est pas mixte du tout, hein. C'est vraiment un monde d'hommes purement et vraiment très très masculin, très 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 testostérone, tu vois. Et bah justement, même pour les relations entre condamnés, bah c'est la loi du plus fort. C'est vraiment la loi du plus fort qui prévaut entre les condamnés. Il n'y a pas d'autre fonctionnement. C'est comme ça que là-bas, en tant que détenu, tu te fais respecter, quoi. Alors tu vas me dire en prison, c'est pareil. Oui, mais là, c'est encore plus renforcé parce que justement, tu n'as que des hommes, que ça. Mais il y a quand même un personnage féminin. Alors, juste un petit message, si vous êtes parmi nous, n'hésitez surtout pas à écrire vos questions dans la chatroom sur Discord, mais je pense que les gens qui sont ici boivent des paroles. Alors, je te propose, parce que je l'ai promis, mais il y a ce qu'on veut faire et comment on le fait. En préparant cette émission, tu m'as confié que le son a une grande importance pour toi au moment d'écrire. Quelle place prend la musique dans ton quotidien de romancier? Eh bien, au niveau de mon quotidien, c'est-à-dire que pour mes 3 premiers romans, je me suis vraiment abreuvé de musique tout en écrivant. Et pour le premier, bah, petit à petit, à force de écouter, réécouter certains titres, pardon, l'idée d'une playlist s'était imposée pour le premier roman. Et pour le deuxième, eh bien, et pour le troisième aussi, le même fonctionnement s'est opéré. Mais pour autant, pour ce quatrième roman, eh bien, curieusement, non, sans musique. C'est sans aucune musique. Bon, déjà, tu me diras, il y a le contexte de l'époque, hein, ça se passe il y a 100 ans. Et mis à part la chanson de Craon que je cite donc dans le roman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chanson antimilitariste qui est euh, toujours interdite, hein, quasiment. Mais à part ça, je me voyais pas coller enfin des morceaux de l'époque, tu vois. Si tu prends 1919, alors certes, le boléro de Ravel arrive juste un peu après, si j'ai bonne mémoire. Mais je me voyais pas mettre, je sais pas, moi, du Debussy. Enfin, je me voyais pas mettre de musique classique pour accompagner le roman. Surtout que dans les 3 premiers,
j'ai inséré la musique dans le texte. C'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir un des personnages, hop, qui va enclencher son autoradio, qui va mettre une clé USB je ne sais où, et il va y avoir un des morceaux que moi j'ai écouté pendant l'écriture qui va coller à cet endroit du roman. Or là, évidemment, en 1919, c'est totalement impossible. À moins évidemment d'utiliser la DeLorean, mais voilà. Donc c'est pour ça je me suis dit non, on va pas mettre de musique, on va juste entendre le bruit que fait le désert et rien d'autre. Et parfois le silence est d'or. Donc j'ai écrit sans musique. Alors évidemment, ça m'a fait un peu bizarre. Parfois le silence est d'or. Moi, ça m'a fait un peu bizarre, mais je me suis dit si je veux me coller à l'atmosphère de ce désert, j'enlève mon casque, j'enlève mes écouteurs et on se laisse piloter comme ça par l'immensité. Et tu étais dans quelle pièce quand tu as écrit? Tu écris à l'extérieur ou chez toi, dans un bureau? Alors, j'ai un bureau n'est pas vraiment accessible puisqu'il y a des bouquins un peu partout. Et j'ai plus de place dans ma bibliothèque concrètement. Euh, Donc non, non, j'écris dans mon salon. Alors des fois, j'écris en regardant un match de rugby, ça m'arrive. C'est le seul bruit, on va dire, que je vais m'accorder. Ou par l'animation assurée par mes deux enfants, bien évidemment, puisqu'il en faut de l'animation. Hein, tu ne vas pas me dire le contraire, Fred. Non. Et donc, des fois, il y a une nécessité, en effet, de se concentrer, de rester concentré donc sur ce qu'on fait malgré l'animation qu'on a autour de soi. Mais enfin, cette concentration va se faire naturellement parce que bon, pour pas le cacher aux auditeurs, je bosse dans un centre d'appel, donc j'ai l'habitude de travailler dans ces conditions avec des gens autour de moi aussi, d'avoir de l'animation, même si en ce moment ce sont les joies du télétravail. Donc me concentrer, même sans avoir de musique, sans avoir de casque, c'est pas forcément gênant pour moi. Alors tu disais que pour tes autres livres, il y a une playlist. Est-ce que justement tu mets une liste, par exemple, à la fin du livre, en disant voilà ce que vous pouvez écouter en lisant ou ce que moi j'ai écouté en écrivant? Est-ce que tu joues avec les lecteurs? Est-ce que tu rends ça disponible? Ah oui, oui, les trois playlists sont disponibles. J'avais juste mis le lien, voilà, sans mettre, tu vois, de track listing de façon détaillée, comme pourrait le faire Maud Mayra, par exemple, dans ses romans. Moi, j'ai mis, voilà, pour suivre la playlist du roman, voilà, connectez-vous, ouais, et voilà, j'avais mis le lien, mais j'avais pas fait de track listing détaillé comme si on retournait un boîtier CD, tu vois, par exemple. J'avais pas fait comme ça. Mais peut-être que pour les prochains, oui, je mettrai un track listing détaillé, telle page ou telle page. Si tu prends par exemple, comment il s'appelle, DOA, donc chez Gallimard et maintenant aux arènes, si j'ai bonne mémoire. Lui, il publie toujours un track listing à la fin de ses gros bouquins et en précisant à chaque fois à quelle page on peut s'y référer dans le livre. Voilà. Donc après, ça dépend quelle question de précision aussi on veut apporter par rapport à cela. Je considère pas forcément que ce soit essentiel dans le bouquin. Après, libre au lecteur de s'identifier à la playlist ou pas, quoi. Et concrètement, tu mets quel style de titre? C'est en fonction de ton histoire, moi ça tu l'as un peu expliqué, mais il y a quoi alors dans ces playlists? Qu'est-ce que tu aimes écouter quand tu écris Ah, ou faire écouter à beaucoup de tes choses. personnages? Dis-nous, on est là pour Beaucoup ça. Alors, j'ai des goûts musicaux déjà qui sont extrêmement variés. Est-ce que la compagnie C'est-à-dire créole en que fait partie? Je veux savoir. ah bah bien évidemment, Fred, quelle Ça va, tu question. peux Bien continuer. Je ne évidemment, coupe pas ton micro. bien évidemment. Tu peux continuer. Non, plus sérieusement, pour mon premier et mon troisième roman, hein, qui vont tous les deux ensemble, euh, j'avais eu l'envie d'insérer un peu de musique celtique, hein, puisque ça se passe en Écosse, mais il fallait pas non plus que ce soit ultra prédominant. Donc j'étais parti sur des musiques un peu plus, je vais pas dire forcément atmosphériques, pas de l'ambiant forcément, mais des choses un peu plus folk, alors pas folk non plus rétrograde, mais voilà des choses vraiment qui pourraient y coller. Donc il y avait du Simple Minds, il y avait du Aha, entre autres choses. Pour le troisième aussi, j'étais parti dans la même idée. Donc toujours sur cette idée un peu celtique, un peu folk et un peu de musique assez calme au final,
En revanche, pour le deuxième, pour les ombres innocentes, je voulais que ce soit un peu plus rentre dedans, avec quand même des phases calmes, donc un peu d'électro, mais voilà, du Moby par exemple, ou Massive Attack, et des choses beaucoup plus rentre dedans, comme du Deftones par exemple. Alors, je mets la couverture. Tu vois, quand je te parlais de technologie, on est à la pointe ici. Fanchon Bah demande, absolument. Fanchon demande, vous avez besoin de musique pour vous inspirer ou vous avez besoin de son pour travailler? Et est-ce que les bouquins auraient été différents sans musique? Euh, je dirais que j'ai besoin de son pour travailler. C'est pas forcément la musique qui va façonner, on va dire, l'écriture. La musique ou le morceau choisi peut aller s'insérer dans le texte. Tiens, par exemple, tu vas te dire Bobby se décide à écouter un morceau d'Inexcess. Voilà, ça c'est une phrase par exemple. Et bah, tu te dis quel morceau d'Inexcess je vais choisir, par exemple. Mais il faudrait que ça colle aussi au reste, tu vois. Donc ouais, c'est un accessoire. En gros, on va considérer que le morceau qui va plus ou moins s'insérer dans cette playlist peut servir d'accessoire. Euh, mais après, ce n'est pas forcément une obligation. C'est-à-dire que je ne vais pas insérer un ou deux titres par chapitre. Ça dépend aussi de ce que le personnage a à faire, tu vois. Là, sur un des textes que je suis en train de faire évoluer actuellement, il y a un des personnages qui, lui, ne supporte aucune musique. Donc, s'il monte dans un taxi, il va demander au chauffeur de couper l'autoradio, carrément. Et un autre des personnages ne peut pas se passer de son MP3. Voilà. Donc, c'est très différent quand tu passes d'un personnage à l'autre. C'est-à-dire que là, tu te dis, ah non, pas de musique, mais est-ce qu'on va quand même s'en écouter pour écrire le passage avec le personnage qui n'aime pas la musique? Eh ben, je vais dire que oui, parce que pour moi, justement, ça va être nécessaire pour travailler, mais pas forcément pour déclencher le mécanisme d'écriture. Voilà. Enfin, le mécanisme d'écriture du passage en question. Mais si par contre, je me remets sur ce personnage qui ne peut pas se séparer de son MP3, je vais vraiment choisir quelques morceaux parmi un gros paquet, en quelque sorte, pour me dire qu'est-ce qui va pouvoir le mieux coller à l'ambiance du chapitre ou du paragraphe en question. Alors, juste pour l'anecdote, parce que ça m'a fait rire, quand tu m'as parlé de ce thème-là, juste pour l'anecdote, je sais que vous adorez ça dans la boîte. Je me rappelle d'une soirée où je devais écrire et j'ai fait un peu ce que tu racontes, c'est-à-dire qu'il fallait à un moment qu'il y ait une musique. Et je n'ai pas écrit un seul mot ce soir-là, j'ai passé, je pense, 4 ou 5 heures à écouter des morceaux successivement et à me dire ah oui, ça fait longtemps, ah ça c'est chouette. Et je n'ai pas écrit une ligne et j'ai passé en fait énormément de temps à écouter beaucoup de morceaux pour trouver ce qu'il me fallait. Ça t'arrive aussi de, entre guillemets, perdre ton temps, mais c'est pas de la perte de temps, Oui, mais est-ce que tu ouais, peux ouais, passer ouais, comme ouais. ça des heures et des heures avec l'idée à la base c'était d'écrire, mais en fait non. Bah, hier soir, ouais. Hier soir, j'ai pas écrit une ligne. Et je me suis, je crois, quasiment pas mis de musique dans les oreilles. J'avais quand même lancé mon texte, tu vois, et puis j'ai dû corriger une ou deux coquilles, c'est tout. Mais ça arrive, hein, tu vois, quand tu as fait une bonne grosse journée de boulot et puis que tu te dis, ah, faudrait quand même que j'avance ce soir un peu, et puis tu commences à sortir ton ordi, tu l'ouvres et puis bah, t'oublies un peu ce que tu étais censé faire parce que t'es accaparé par-ci, tu es plus ou moins dérangé par ça, et puis au final, bah, t'as rien fait. T'as rien fait. Et puis tu te dis, oh merde, j'ai rien fait, j'aurais dû avancer et tout. Et à l'inverse, il y a des soirs où tu te dis, bon, allez, je fais un paragraphe. Et puis tu sors de page. Donc c'est très variable. Si tu veux, pour mon premier roman, je m'étais mis une discipline. Je m'étais dit, bon, allez, il faut faire tant de signes ce mois-ci et tout. Enfin, j'essaie d'être régulier. Maintenant, je me pose plus la question parce que j'ai plus le même rythme qu'avant. C'est-à-dire que bah, il m'arrivait d'écrire pendant mes heures de travail, de nuit. Chut, faut pas le dire. Maintenant, je ne travaille plus de nuit. Donc, eh ben, il a fallu que je me trouve une autre mécanique, en quelque sorte. Une autre discipline pour bah, une autre organisation, même, je dirais. Vraiment pour pouvoir avancer sur mes textes, quoi. Et la dernière question de cette question qui déboîte, est-ce que tu as d'autres tics
d'auteur que tu voudrais avouer ce soir? Je bois du café. Je bois du café. J'ai pas d'heure pour le café, honnêtement. Alors, je suis un très bon dormeur, cela dit quand même. Mais, mais souvent, je peux m'arriver de me dire, tiens, on va se prendre un café. Même s'il est 22 h, hein, mais c'est pas gênant pour moi. Ou alors le petit caprice que j'ai parfois avec ma fille, hein, du chocolat noir. Voilà, c'est-à-dire que tous les deux, on adore le chocolat noir avec ma fille. Et elle sait quand je vais en ouvrir. Puis là, bah, tu m'en coupes un peu? Oui, tout à fait. Et on va dire que c'est pas une sorte de rituel, tu vois, mais c'est une sorte de petite habitude. Après, j'ai pas d'autres tics d'écriture. Bah voilà, non, j'écris au présent. Ah si, je la toute première phrase ne tient que sur une ligne, forcément. C'est-à-dire qu'à la fin de la première phrase, même si elle fait une demi-ligne, je passe vraiment la toute première phrase, hein, du premier chapitre. Euh, Par exemple, si on dit Fred prend sa voiture, voilà, ça fait même pas une ligne, et ben je passerai forcément à la ligne en dessous. Voilà, c'est mon tic d'écriture, c'est comme ça pour tous mes romans. Par exemple, je me souviens toujours de la première phrase de L'île des hommes déchus, c'est le goût du sel sera vif sur mes lèvres. Et après, je suis passé à la ligne en dessous. Voilà. Et j'ai gardé cette habitude pour la première phrase du premier chapitre, de toujours faire ça. Voilà. Même mon éditeur m'a jamais demandé, il n'a jamais remarqué ce tic-là, mais bah, j'aime bien. Donc maintenant, tous mes bouquins commencent comme ça. Une phrase et ensuite paragraphe suivant. Toujours. Eh bien, c'est sur cette révélation, et je suis sûr que ton éditeur va aller vérifier tout ça. Je vous propose, chers amis auditeurs et autres, de passer à la boîte blanche. Alors pour les gens qui découvrent nos soirées, c'est comme une carte blanche mais dans la boîte. Notre invité a donc totale liberté pendant quelques minutes. Guillaume, je te confie la salle. Ne sois pas pire que moi, s'il te plaît. C'est la seule chose que je te demande. Ah, je ne serai pas forcément pas pire que toi. Après, moi j'avais dit que cette boîte blanche, on parlerait de nos péchés mignons, mais je sais, Fred, que nous avons un péché mignon en commun, qui est la bière trappiste. Alors, il m'est déjà arrivé, hein, d'écrire sous influence de bière trappiste, que ce soit de la Chimay bleue, de la Rochefort 10, la Vesma triple ou de la Shell brune, par exemple, ou même de l'Orval, pardon. C'est un péché mignon que je cultive, alors tranquillement, bien sûr, hein, toujours en mode dégustation. Et bah, on pourrait dire, ouais, mais tu bois toujours la même bière. Non, non, alors ça je vous rassure, j'ai dégusté plein d'autres bières. Mais c'est vrai que bah, tu te dis, voilà, t'arrives dans un troquet, tu regardes la carte des bières, et puis tu sais pas trop quoi prendre, et puis bah, tu vois qu'il y a de la Chimay bleue, bah, tu y vas, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment la meilleure bière du monde et un de mes meilleurs amis, avec lequel on a longtemps eu débat là-dessus. Alors, avant de se rendre compte qu'on était tous les deux du même avis. Donc maintenant, c'est un peu une private joke avec lui, puisqu'à côté de là où je travaille, il y a une cave à bière. Bah ouais, on est bien achalandé. Et bah, on se dit, bon, on se prend quoi? On se regarde, et puis bah, Chimay bleu. Voilà. Même s'il y a l'embarras du choix, hein. Mais c'est une sorte, on va dire, de repère gustatif, dans l'échelon de mes goûts, hein, vraiment même au niveau de mon palais, voilà, ce genre de choses. Mais je pourrais dire la même chose aussi au niveau des whisky tourbés, par exemple. C'est-à-dire que j'ai dégusté aussi pas mal de whisky différents, mais ceux vers lesquels j'aime revenir, hein, un peu comme une Madeleine de Proust, voilà, c'est le parfum de la tourbe, c'est-à-dire certes, il y a ce côté brûlé, empyromatique, tiens, pour faire un peu de technique. C'est cette puissance aussi, puisqu'il y a une puissance qui se dégage en bouche, mais voilà, si on veut me faire plaisir, tiens, bah, c'est ton anniversaire, je te vais faire du whisky. Ah, tiens, du whisky tourbé, tiens, comme par hasard. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça aussi que, alors je vais pas dire que c'est une pancarte, hein, que je me mets, mais c'est un peu comme ça que bah, les gens apprennent aussi un peu à me connaître.
Et c'est comme ça que je fais aussi partager mes goûts, hein. Donc ce pote qui est fan de Chimay Bleu, lui n'avait jamais vraiment testé de whisky tourbé. Donc je lui ai fait une verticale, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on commence tranquillement, et toujours d'ailleurs. Et maintenant, je l'ai converti. Donc voilà, tous les goûts sont dans la nature, évidemment. Mais voilà, il y a ces Madeleines de Proust, hein, le whisky tourbé et les bières trappistes. Et je pense, Fred, que tu ne me contrediras pas. Mais tu es très mal renseigné parce que je préfère l'eau, moi. Mais vraiment. Et donc, Oui, bien sûr, mais bien si. sûr. Eh bien, écoute, sur cette boîte blanche gustative, je vous propose d'entrer sans plus attendre dans la boîte de Pandore. La soirée avance gentiment. Le temps restant sera consacré à toutes vos questions, de manière plus ou moins chaotique, on ne se refait pas. Si vous êtes sur Discord, n'hésitez pas à écrire les questions dans la chatroom. Mais je me garde la première. Mais oui, c'est comme ça. Alors, est-ce que tu as... Je me posais cette question en voyant le catalogue de tes livres, puisque on est déjà au 4e sortie. Est-ce qu'il y a un pays ou une période de l'histoire que tu aimerais prendre comme base d'un roman, ou peut-être une brasserie, si j'ai bien compris de ce que tu viens de dire. Mais est-ce qu'il y a un pays ou une période de l'histoire que tu aimerais aller chercher pour nous faire vivre un autre roman, et que tu n'as pas encore commencé? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, vite fait, la période de l'épuration en France donc m'intéresse. Alors, je sais que c'est une période extrêmement confuse, hein, de tous bords politiques. Euh, donc voilà, c'est à défricher. Sinon, il peut y avoir aussi voilà, la guerre d'Indochine, par exemple, qui est très peu travaillée au niveau du polar, par exemple. C'est vrai qu'on verra plus de polar, de romans noirs sur la guerre d'Algérie que sur la guerre d'Indochine. Voilà, il peut y avoir ces périodes-là. Euh, après, je sais pas, faut voir, hein. Est-ce que je donnerais une suite à toute cette galerie de personnages? Pourquoi pas? Mais après, faut voir aussi dans quel sens, bien évidemment. Alors, une autre question. C'est-à-dire que dans quel sens il faut coller l'intrigue au contexte. Voilà. Et ça te demande combien de temps d'écrire un livre comme ça quand tu fais des recherches? Parce que on en a parlé dans la question qui déboîte, il y a des lectures, il y a pas mal de choses. Tu mets combien de temps à écrire Oui. quand tu fais des recherches comme ça? Est-ce que tu es efficace? Concrètement, Oula, non, 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 pas du tout, pas du tout. Moi, je suis pas un stakhanoviste, hein, tu vois. Pour prendre des exemples connus, voire très connus, je ne suis pas capable d'écrire un roman par an comme le font Franck Tillier ou Maxime Chatham. Tu me diras, ils n'ont plus que ça à faire, hein. Financièrement, ils sont tranquilles aussi de ce point de vue-là. Moi, j'en suis pas capable. Je me donne 2 ans minimum entre chaque bouquin. Donc 2 ans. C'est vrai que j'essaye de consacrer, on va dire, 6 mois à la partie documentation, mais c'est plus ou moins 6 mois. Après, ça va être entre 3 et 6 mois pour la partie écriture en elle-même. Donc là, tu me diras, ça fait déjà 1 an de travail. Il me reste encore à peu près 6 mois. Et sur cette période de 6 mois, ça va être de la lecture, de la relecture, de la correction, de la recorrection. En même temps, je travaille aussi un peu sur le bouquin suivant, tu vois, donc un peu à cheval. Et les 6 derniers mois restants, c'est la période la plus embêtante. C'est le travail avec mon éditeur. Non, 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 je remercie Jean-Louis du fond du cœur. Mais c'est la période où tu fais les corrections communes, donc où tu n'es pas forcément d'accord sur tel ou tel paragraphe, où tu vas devoir choisir la couverture, même si maintenant on choisit ensemble les couvertures de plus en plus rapidement. C'est le travail sur la quatrième de couverture, choisir un extrait, quel résumé on va mettre, recorriger des coquilles que tu es persuadé d'avoir déjà corrigées. Voilà, les 6 derniers mois, jusqu'à la sortie du livre, je dirais que ce sont les plus fatigants au final sur ce processus de plus ou moins 2 ans. Parce que c'est là où tu te dis, il me reste plus que 6 mois, 6 mois dessus. Enfin, tu connais à peu près la date de sortie, quoi. Et là, ça arrive vraiment très très vite.
Là, ça arrive vraiment très très vite, donc t'essaies de ne pas te mettre trop de stress par rapport à ça. Alors, ben, tu en parles, c'était une de mes questions. Tu en avais déjà parlé dans nos 6 faces de la boîte. Tu es fidèle, très fidèle aux éditions du Caïman. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'aventure a commencé? Et tu parlais de Jean-Louis. Quel est oui, c'est ce lien qui fait que tu restes là, que ça se passe plutôt bien. Pour toi, on en parlera juste après, mais donc Oui, 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 c'est un lien, tu vois, de confiance. C'est-à-dire que le Caïman existe maintenant depuis 11 ans. Et moi, Jean-Louis, je l'ai rencontré par un autre auteur commun, hein, Patrick Amand, qui est pas voisin de moi et pas un voisin exact, mais on est à peu près une demi-heure l'un de l'autre. Et tu es dans la région de Poitiers, hein, pour les donc la gens qui nous rencontre s'est fait écoutent, comme je ça. pense. Si je... Alors la région de Poitiers, tout à fait. Ok. Voilà. Et il y avait eu ce qu'on appelait à l'époque les rencontres polars à Poitiers, qui étaient organisées donc par l'association L'Instant Polar, dont je suis un des membres. Hop, voilà, fin de la parenthèse pub. Et, euh, et donc, Patrick Amand, donc, qui est le président de cette association, avait invité son éditeur. Et nous voilà partis à discuter et tout. Et donc, Jean-Louis me dit, écoutez, quand votre texte est prêt, vous me l'envoyez. Mais attention, à l'époque, il précise, je n'édite que des romans, des polars se passant en France. T'imagines, comme je disais, putain, je suis mal parti, moi, avec mon texte qui se passe en Écosse. Donc, je tente quand même le coup. Je tente quand même le coup. Et au début, elle me dit, fin, fin janvier, début février 2013, on fera une parution, mais vu qu'il y a d'autres textes avant, ça sera pour mars 2014, si j'ai bonne mémoire. Et il me rappelle au 1er avril pour me dire, non, finalement, on a un désistement, donc ça sera pour la fin de l'année 2013. Ah, très bien. Alors là, il va falloir s'activer un petit peu. Et finalement, ce roman est sorti. Et puis, j'ai eu l'honneur, mon frère, de te succéder pour le prix du ballet. Voilà, c'est un peu aussi comme ça qu'on s'est rencontrés, certes de façon très virtuelle. Après, eh bien, écoute, les aventures du Caïman se poursuivent bon mal an, hein, puisque bon, il y a eu il y a eu quelques soucis à l'époque avec le distributeur qui a mis finalement la clé sous la porte. Mais Jean-Louis Nogaro a fait le nécessaire pour que ça tienne, hein. Et maintenant, le Caïman sort 6 à 7 titres par an, quasiment. Donc, exclusivement du polar désormais, donc du polar, du roman noir. Et donc, parmi les auteurs connus, hein, donc Patrick Amand, Philippe Paternoli, Jérémy Bouquin. Il y aura bientôt Gilles Delpapas. Il y a Sandrine Cohen aussi, entre autres. Donc voilà, on forme en quelque sorte une bonne petite famille, hein, au Caïman. Donc on s'échange aussi quelques tuyaux par rapport à des salons, ce qui fait que des fois on peut se retrouver à 2 ou 3 caïmans invités sur un même salon, c'est déjà arrivé. Donc voilà, il y a une bonne ambiance entre nous, on essaie de s'aider, de s'entraider, hein. Moi, Philippe Paternoli m'avait pas mal aidé justement au niveau de la documentation de Nous sommes bien pire que ça. Donc voilà, je vais pas dire qu'on forme un clan fermé, au contraire, hein, on est très ouvert, hein, sur les nouveaux arrivants. Mais il y a ce côté, ouais, voilà, petite famille qui ressort par moment, quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément l'envie d'en partir, puisque justement il y a cette très grande relation de confiance qui est née à force. C'est-à-dire que moi, Jean-Louis, ne sait pas forcément sur quel texte je travaille. La seule question qu'il me pose, c'est ton texte sera prêt pour quand, grosso modo. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, je vais prendre ton texte, on va l'améliorer ensemble, on va le corriger ensemble, on va faire un vrai travail éditorial collectif et qui ne va pas passer par 15 000 correcteurs, 2 attachés de presse et un stagiaire, même si j'aime les stagiaires, et qu'au final, quand ton roman il sort, tu le reconnais plus. Il y a certains auteurs pour qui ça a pu arriver. Nous, heureusement, on n'a pas ce souci au Caïman. Il y a vraiment le respect, tu vois, de l'esprit du texte. Et après, les améliorations tiennent vraiment sur
sur de la fluidité, sur du paragraphe, sur la cohérence de l'ensemble, quoi. Donc c'est pour ça que pour l'instant, bah, j'y reste. Voilà. Alors, tu fais mes transitions, et j'aime quand on fait mes transitions, parce que ça facilite ma vie. Euh, on a, on a plusieurs points communs, mais tu parlais du prix du ballet, de la découverte. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et est-ce que ça a un petit peu, beaucoup ou moyennement changé ta vie de romancier? Parce que je pense que c'était avec ton premier. Et donc Ouais, c'est ouais, aussi ouais, ouais. le départ de tout avec ce prix. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et ce qu'il t'a apporté? Alors moi déjà, bon, alors le prix du ballet était, hein, si j'ai bonne mémoire, était organisé par Richard Contin, qui est en région parisienne, qui tenait un blog qui s'appelait le concierge masqué, hein, C'est bien ça. si je me plante pas, C'est ça. dans lequel donc il chroniquait ses bouquins. Et après avec un ensemble voilà d'autres blogueurs, dont l'excellent Pierre Favrol et son blog Black Novel, que je recommande, et des membres de la médiathèque Parmentier Paris 11e. Donc il a commencé à monter ce prix, il a fait venir du monde, hein. Alors je pourrais pas donner la liste de tous ceux qui ont eu les prix or, argent, bronze et découverte. Euh, mais moi, si tu veux, ça a été quand même la surprise quand Richard m'avait envoyé un mail pour me dire bah, que j'étais donc le récipiendaire. Tiens, j'avais envie de placer ce mot-là ce soir. Le récipiendaire donc de Stitch. Je me dis waouh, premier roman retenu. Alors certes, tu vas me dire, c'est pas un prix de salon, voilà, c'est pas le prix qui est du polar ou le prix de Mauve en Noir ou je ne sais quoi, mais tu te dis quand même, à ton petit niveau, tu vois, en toute modestie, tu te dis, ouais, c'est un premier prix, quoi. Donc, ça te fait vachement plaisir. Et puis bon, bah, pour le remettre, bah, c'était ton compatriote Paul Collis qui me l'avait remis. Donc tu vois, ouais, c'était sympa. Et puis bon, bah, t'es quand même entouré de beau monde. Tu vois, il y avait Victor Delarbol, il y avait Sandrine Colette, si je me souviens bien aussi. Alors, je dirais pas forcément que ça a été un gros coup de pouce, hein, parce que je pourrais pas l'évaluer en termes de entre guillemets carrière, si ça m'a propulsé vers des sommets intergalactiques. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais sur le moment, c'est vrai que tu te dis, ouais, premier prix, ça fait vraiment plaisir. Même si voilà, j'avais été nommé bah, par exemple à Cognac ou à Polar Rencontre, par exemple, qui est un salon très sympa aussi à côté d'Agen. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir quand même un premier prix, de pouvoir démarrer et en quelque sorte de pouvoir se faire un nom parmi la multitude d'auteurs de polar, quoi. Alors, parlant polar, Fanchon demande pourquoi écrire un polar? Aimeriez-vous écrire autre chose? Pourquoi le polar? Eh bien, parce que j'ai toujours estimé justement que le polar était probablement le seul genre littéraire à éclairer l'histoire du monde, que ce soit l'histoire présente ou passée, ou même les petites histoires des gens entre eux. Le polar va permettre de s'immiscer dans une famille, dans une communauté, dans une région, dans l'histoire d'un pays aussi. Je me vois pas écrire forcément la littérature entre guillemets blanche, hein, même si maintenant la frontière entre la blanche et le noir est de plus en plus poreuse. Je me vois pas forcément écrire du feel good parce que déjà je n'en lis pas et j'aurais même du mal à écrire un bouquin où à la fin tout le monde il est heureux, tout le monde il est gentil. Donc c'est pas ma came en termes de littérature, c'est pas ce qui va m'accrocher. Et même à force, je dis ça toujours en toute modestie, à force d'écrire, même mes goûts en termes de lecture sont devenus aussi de plus en plus pointus. C'est-à-dire que je vais pas forcément être seulement attiré par le nom d'un auteur. Il faut aussi que l'histoire m'intéresse pour y aller. Même si il y a quelques auteurs, à quelques exceptions près, pour lesquels voilà, pour lesquels je vais acheter le bouquin sans forcément
avoir lu des retours de blog ou avoir lu des critiques plus ou moins élogieuses sur les titres. Par contre, il y a des auteurs que je ne lis plus, pour lesquels j'ai vraiment arrêté parce que je m'en suis lassé, quoi. Eh bien, pour rester dans le polar, ça ne me dérange pas un instant pub, et donc l'instant polar, c'est quoi? Tu peux nous en dire un mot? Alors, l'Instant Polar est une association qui a aussi 11 ans. Oh, tu vas me dire comme les éditions du Caïman. Ouais, mais il n'y a pas de lien. Alors, au début, on se retrouvait. Alors, moi, j'ai tombé sur un article hein, dans le journal dans mon journal local qui s'appelle La Nouvelle République du Centre-Ouest, pour être précis. Et puis, j'étais tombé donc sur l'article avec photo, voilà, de 3 zig nommés Barry Hughes, qui est un Anglais qui vit en France depuis maintenant 35 ans, je crois. Et sur cette photo, il y avait aussi donc Jean-Luc Loiret, qui est un auteur poitevin, et donc Patrick Amand. Et puis je me dis, ah tiens, c'est cool, une association polar à Poitiers. Moi, je n'étais pas encore édité. Hein. Et bah tiens, je vais les contacter, on va discuter un peu, puis après on ira à la première réunion, quoi. Donc j'appelle le Patrick Amand en question, on commence à discuter et tout. Et puis bah, je vais à la première réunion, et puis bah moi à l'époque, j'étais pas du tout, enfin pas du tout, pas vraiment hyper intégré dans certains milieux associatifs. Et puis, bah, de fil en aiguille, donc, est venue d'abord donc l'idée de créer donc ces rencontres polars, parce que Patrick Amand à l'époque travaillait à la médiathèque de Poitiers, donc ce qui fait citer certaines choses pour avoir des salles disponibles. Et donc on invitait 4-5 auteurs, voilà, à discuter autour d'un thème précis. D'ailleurs, la première édition, donc, c'était le polar et l'histoire du XXe siècle, comme par hasard, tu vas me dire. Et on a fait une deuxième édition qui était plus consacrée au côté Boostify. Et après, on s'est dit, on va peut-être se montrer un petit peu plus ambitieux. On va vraiment monter un salon. Donc, Patrick a pris contact avec le maire de sa commune. Donc, elle est Saint-Cyr. Pour ceux qui connaissent, c'est à 10 minutes du Futuroscope. Et on a monté un salon avec 25 auteurs. Donc, on a fait 2 éditions à Saint-Cyr. Et puis après, la commune de Saint-Cyr a été jumelée, enfin fusionnée, pardon, avec une autre commune. Donc, bah, le maire de la commune qui avait intégré Saint-Cyr avait dit non, non, moi la culture ne m'intéresse pas, etc. Donc, on est parti sur la commune voisine à Dissay. Et on a fait donc 2 nouvelles éditions donc de l'Instant Polar, ce qui fait que nous en sommes maintenant à 4. Bah, la dernière évidemment en 2019, hein, puisqu'on fait généralement, on tient un salon au mois de mai. Donc, bah, on attend que la situation se décante pour pouvoir essayer de remettre ça en marche, hein, puisque c'est compliqué pour quasiment tous les organisateurs de salons de toute façon. Donc je ne sais pas comment la suite va se passer, mais voilà, c'est un état d'esprit bon enfant, c'est-à-dire que on fait une semaine de manifestation, alors pas tous les jours, mais on essaie tous les soirs, voilà, de faire un petit quelque chose. Hein. Donc le lundi soir, généralement, il y a l'inauguration du salon. Voilà, c'est bon enfant, bon esprit. Le mardi, généralement, il y a une soirée jeu avec donc des jeux comme, enfin des jeux vraiment qui peuvent se raccrocher à l'univers du polar. Le mercredi, on essaie de faire une animation avec les enfants autour du polar jeunesse. Et le jeudi et le vendredi, nous avons des invités qui, eux, ne signeront pas forcément le samedi, mais pour lesquels, voilà, on va projeter un film ou en lien avec leurs œuvres. En 2019, on a eu l'excellent Didier Deninx, par exemple, ou alors une conférence débat, voilà, avec un légiste. C'est ce qu'on avait fait en 2018 avec le légiste donc de Poitiers, ce qui était d'ailleurs assez drôle. Et le samedi, c'est la grosse journée, évidemment. Ce sont les signatures, c'est la remise du prix de l'Instant Polar. Journée intense, évidemment, ce qui fait que le dimanche, on ne fait rien, puisqu'on est crevé de notre semaine quand même. Le dimanche, c'est relâche, mais c'est une semaine qui sert un peu de marqueur dans l'année, puisque en principe, je me réserve une semaine de congé rien que pour ça. Voilà. Donc, bah, nous, en tant qu'auteurs locaux, évidemment, avec Jean-Luc Loiret, avec Patrick Amand, en quelque sorte, on s'auto-invite, puisqu'on ne va pas réclamer de frais, évidemment, de remboursement des frais d'hébergement et de transport.
Mais ça gêne pas les autres auteurs, le fait qu'il y ait des auteurs qui soient strictement locaux, même si moi, de toute façon, je n'écris rien sur Poitiers pour l'instant. Voilà. Alors le temps file. J'ai encore deux petites questions pour toi. Vas-y, il y a pas de délai pour moi. Y a pas de délai. Oui, et puis on doit grignoter les minutes où tu as mimé tes réponses parce que tu n'avais pas le son. Aujourd'hui, que dirais-tu au jeune Guillaume Audru si tu le croisais ce soir? Avec le recul. Eh bien, je lui dirais, mon garçon, accroche-toi. Il n'y a qu'une seule méthode pour y parvenir, c'est lire, 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 lire. Et plus tu vas lire, plus tu vas avoir des petites idées en tête qui vont venir petit à petit, qui vont grossir. Et à un moment, tu vas te dire, ah, j'ai une idée de pitch. Ce pitch, ensuite, tu vas le faire grossir. Ça va devenir un synopsis. Tu vas le faire encore plus grossir. En même temps, tu vas commencer ta recherche documentaire. Tu vas pouvoir commencer ou pas à élaborer ton plan. Moi, par exemple, j'écris sans plan, tu vois. Ou alors très peu. C'est des notes qui tiennent juste sur une page. Et je vais lui dire, voilà, mon garçon, sois persévérant. Si ce que tu écris, ça colle, ça tient aussi et ça plaît aux gens à qui tu fais lire, car c'est important de faire lire aux autres, eh bien accroche-toi, vas-y, et en même temps, fonce. Voilà ce que je lui dirais. Et ma dernière question, qui est à nouveau d'une originalité déconcertante, et je pense connaître ta réponse, mais j'utilise mon quota. Quels sont tes projets? Je sais que tu es un homme Alors, secret, et donc... ah oui, Alors, mes projets, alors c'est une question à laquelle je réponds toujours très peu, puisque j'ai toujours 4 ou 5 textes sur le feu, en quelque sorte. Là, en ce moment, il y a 4 textes qui avancent plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été démarrés, puis qui ont juste été démarrés. Puis, si ça se trouve, dans 3-4 mois, je vais m'y remettre. D'autres qui avancent plus vite, c'est très variable. Alors, je vais pas dire que c'est forcément en fonction de l'aspiration, mais c'est aussi en fonction, voilà, de ce que je vais avoir fait sur la journée, puisque j'ai donc un travail, même si mon travail est en télétravail maintenant, mais qui demande quand même pas mal une certaine technicité, non pas informatique, mais sanitaire en quelque sorte. Mais ça avance au gré, voilà, au gré de, je vais pas dire de ma productivité, parce que c'est un terme que je réfute en termes d'écriture, en termes littéraires même, pardon. Mais donc ouais, on peut dire qu'il y a 4 projets sur le feu qui vont avancer plus ou moins. Je me donne pas de deadline, même si à un moment tu vas me dire, ouais, sur tes 4 textes, ça serait bien que tu en choisisses un quand même pour être publié d'ici 2 ans. Alors je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, et comme je dis à mon meilleur pote, c'est vrai qu'il faut se décider. Mais je m'accorde toujours une certaine latitude par rapport à ça. Et c'est aussi ce que dit ma femme. De toute façon, je ne lirai pas tes textes tant qu'ils ne seront pas publiés, puisque tu changes tout le temps d'avis. Voilà. Bon, je pourrais, je pense, conclure là-dessus. Eh bien, nos 60 minutes s'achèvent déjà. Ça file, ça file, ça file. Il était une boîte, et donc, que souhaites-tu nous dire pour conclure cette belle soirée en ta compagnie? Merci, tout simplement. Merci pour ces petites questions. Merci de m'avoir écouté aussi, parce que c'est vrai que en ces temps extrêmement perturbés, c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'accroche au final pour faire entendre notre voix. Enfin, nous, en tout cas, auteurs en France, c'est vrai qu'on a un ministère de la Culture qui est en dessous de tout. Moi, pour avoir fait le seul salon que j'ai fait en 2020, qui était à 2 heures de chez moi, voilà, avec respect des gestes barrières, tout ça, etc., ça s'était extrêmement bien passé, c'était extrêmement bien organisé, il n'y a pas eu de cas positifs. Donc, je pense qu'il est tout à fait possible, en prenant les mêmes mesures, d'organiser des choses, voilà, que ce soit au cinéma, que ce soit au théâtre, que ce soit dans les salles de concert, que ce soit dans les festivals. Mais comme on a un ministère qui est nul, tout simplement,
comme à l'époque où elle l'était en tant que ministre de la Santé. Donc je pense que, si je peux me permettre cette familiarité, on n'a pas le cul sorti des ronces. Voilà sur quoi je conclurai. Eh bien, que ce soit sur Discord ou Facebook, merci de votre présence pour ce direct. J'isolerai ce moment magique. Ces moments, évidemment, n'auraient pas la même saveur sans vous. Et nous en avons plus que jamais besoin, tu viens de le dire. Guillaume, merci infiniment pour cette heure et des poussières dans la boîte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la boîte où se trouvent les replays de nos soirées. C'est gratuit. Quelle bonne nouvelle. Et n'hésitez pas évidemment à inviter du monde sur le groupe sur Facebook. On est presque 500, vous vous rendez compte. C'est gratuit aussi et ça le restera toujours, comme dirait Marc. Voilà. Hein. Parlez de la boîte autour de vous un maximum. Mettez des j'aime, des cœurs, des pouces bleus. Si vous aimez ce qu'on fait, parce que vous n'êtes pas obligé. Ce lundi qui vient, ça fera 1 an déjà que la boîte a ouvert son couvercle et nous n'avons pas fini de passer de bons moments ensemble. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres soirées à ne pas rater. D'ici là, merci de lire, comme l'a dit Guillaume, lire et d'être curieux. Prenez bien soin de vous. Belle fin de soirée à tout le monde.